Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jinhu. J'ai le plaisir de vous présenter ma recherche titrée Études comparées de formation initiale des enseignants d'anglais langue seconde ou étrangère. La dimension du développement professionnel de futurs enseignants d'anglais dans des programmes de formation initiale au Québec et en Chine. Alors, pourquoi nous nous intéressons à ce sujet de recherche? Comme la formation des enseignants de langue suscite un intérêt croissant, et la professionnalisation de la formation à l'enseignement est le paradigme de référence dans le milieu de l'éducation à travers le monde. Il nous a paru pertinent de comparer la manière dont cette dernière teinte les programmes de formation initiale des enseignants d'anglais langue seconde ou étrangère, dans deux régions contrastées, soit le Québec et la Chine, en portant une attention spécifique à la manière dont est mise en œuvre la notion de développement professionnel dans les deux contextes qui présentent des différences importantes en termes de contexte politique et social. Le choix que nous avons effectué de réaliser une telle étude comparée s'inscrit dans un contexte de coopération entre le gouvernement du Québec et le ministère de l'Éducation de la Chine, qui connaît une histoire de plus de 30 ans. Depuis la signature de la première entente en matière d'enseignement supérieur en 1980, les deux parties développent et approfondissent progressivement leurs relations de coopération. Au Québec, il existe toujours un débat concernant le statut officiel ou non officiel de la langue anglaise. L'anglais est traité comme une langue seconde et enseigné dans les écoles québécoises du premier cycle du primaire jusqu'à la fin du cégep. En fait, la place accordée à l'anglais diffère d'une région à l'autre au sein du Québec, ce qui est le cas pour Montréal, où la présence de l'anglais est plus abondante. Même si la majorité des élèves québécois étudient l'ALS à l'école, dans certains cas, l'anglais est pratiquement une langue étrangère pour eux, car il ne constitue pas une langue fréquemment rencontrée dans la communauté québécoise. Les politiques linguistiques éducatives visent à faire en sorte que les principaux défis de l'apprentissage de l'ALS dans le système éducatif québécois soient relevés tout en maintenant la priorité du français. D'une part, des enseignants d'ALS rencontraient de multiples dilemmes, comme par exemple la faible maîtrise de l'anglais et du français par des étudiants enseignants, les attitudes ambivalentes ou hostiles des élèves et des enseignants dans les écoles envers l'anglais. D'une autre part, la demande pour l'apprentissage de l'anglais s'accroît. Selon le rapport du Centre de recherche et d'expertise en évaluation de l'École nationale d'administration publique du Québec, plusieurs soutiennent l'importance de maîtriser la langue anglaise pour répondre notamment aux exigences du marché du travail et du phénomène croissant de mondialisation. En Chine, l'environnement et l'objectif de l'apprentissage de l'anglais sont en train de connaître un changement important, du fait que toute la société chinoise attache de l'importance à l'acquisition de l'anglais. L'anglais est officiellement une langue étrangère, mais il est traité de plus en plus comme une langue seconde par des Chinois surtout issus de l'élite et des classes aisées. L'anglais langue étrangère doit être enseigné à partir de la 3e année du primaire. Il constitue l'un des programmes obligatoires les plus importants dans l'enseignement du primaire et du secondaire. De plus, il constitue une matière obligatoire sujette à des examens nationaux importants dans la vie scolaire des élèves depuis l'enseignement élémentaire, tel que l'examen Gaokao, qui est considéré comme l'indice primordial de la qualité de l'éducation au cours des dernières décennies. Selon Lin et Bloch, la plupart des enseignants et des étudiants chinois pensent que la raison de la généralisation de l'apprentissage de l'anglais en Chine tient à l'influence puissante de cette langue. Par exemple, plus de 70% d'enseignants et d'étudiants interrogés pensent que l'anglais est plus international et global que les autres langues. Depuis le milieu et la fin des années 80, la communauté internationale des langues a remarqué que la formation et le développement des enseignants de langue seconde sont essentiels pour résoudre le problème dans l'enseignement de langue seconde.
Il convient de soulever l'enjeu concernant le fossé entre la formation initiale et la situation réelle de l'enseignement de l'anglais, et concernant la maîtrise de la langue à enseigner. Les enseignants d'anglais devraient apprendre à s'adapter non seulement à la pression venue des contextes politiques et sociaux de l'apprentissage de l'anglais, mais aussi à divers contextes possibles d'enseignement de cette langue. De ce fait, le programme de formation initiale à l'enseignement devrait être mis à jour et donner aux futurs enseignants plus d'opportunités à acquérir les compétences nécessaires, et ce, conformément à la tendance du plurilinguisme, du pluriculturalisme et de l'ère numérique. Au Québec, selon les orientations définies par les autorités politiques, les universités conçoivent les programmes de formation de futurs enseignants et enseignantes. Et ces programmes doivent être agréés par le Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement, qui est autonome et indépendant mais relève du ministre. Pour l'instant, 8 universités québécoises sont agréées pour organiser le programme de formation initiale à l'enseignement de l'ALS et pour former des enseignants d'anglais au primaire et au secondaire ainsi qu'auprès des adultes. Étant donné que le français est la langue d'enseignement dans tous les établissements d'enseignement francophones au Québec, les futurs enseignants d'ALS devraient aussi réussir le test de certification en français écrit pour obtenir un brevet d'enseignement. En plus de cela, un test de langue d'entrée est aussi obligatoire selon les exigences d'admission de certaines institutions. Par rapport au Québec, bien que le travail de l'agrément des programmes en Chine soit encore à ses premiers pas, la vitesse de cette réforme et ses réalisations méritent d'être reconnues. Le système de préparation des enseignants en Chine a subi de grands changements depuis 2015. Tout le monde aura le droit d'enseigner dans l'école sous la condition de passer l'examen du certificat de qualification des enseignants. Après que cette réforme fut mise en pratique, quiconque veut devenir enseignant doit participer à cet examen unifié national avant de demander le brevet d'enseignement. Sous l'influence de cette réforme, en tant qu'établissement principal de la formation des enseignants de différentes disciplines, la mission des écoles normales supérieures et des universités normales a pris une nouvelle signification, ce qui implique une tendance à la pluridisciplinarité et à l'universitarisation. Vu la transformation rapide de la professionnalisation en une tendance incontournable et un phénomène international, la réforme de la formation des enseignants et des programmes de formation initiale à l'enseignement au Québec et en Chine rencontre de nombreux enjeux, notamment autour du conflit entre tradition et innovation et entre théorie et pratique. Les deux contextes étudiés espèrent trouver des solutions aux problèmes actuels de l'enseignement dans ce processus de réforme. Mais la mise en œuvre du processus de professionnalisation dans leur formation initiale des enseignants et dans leurs programmes de formation successifs au gré des réformes a eu lieu de manière différenciée. Malgré l'attention portée à la dimension professionnelle de la formation initiale, on peut se demander si les futurs enseignants d'anglais dans les deux régions sont effectivement bien préparés pour les contextes dans lesquels ils vont travailler. En fait, de nombreux enseignants d'anglais dans les deux lieux croient qu'ils ne reçoivent pas une formation assez complète pendant leur cheminement scolaire, qui leur permettrait de mieux s'adapter à leur contexte spécifique d'enseignement. Alors, nous posons l'objectif général de cette recherche. Selon la documentation accessible publiquement au Québec et en Chine, identifier les différences et similitudes existantes entre deux types de formation initiale des enseignants d'anglais langue seconde ou étrangère, en mettant l'emphase sur la façon dont certaines institutions responsables de la formation ont mis en œuvre le processus de professionnalisation dans leur programme de formation initiale à l'enseignement de l'anglais. Nous avons trois objectifs spécifiques de recherche.
Premièrement, nous allons décrire les visions et orientations ministérielles relatives à la professionnalisation des enseignants d'anglais, à leur formation initiale et à leur développement professionnel. Deuxièmement, nous allons décrire comment certaines des institutions universitaires au Québec et en Chine organisent leurs programmes de formation initiale à l'enseignement de l'anglais pour assurer une formation professionnalisante et amorcer le développement professionnel des enseignants d'anglais. Pour ce faire, nous allons comparer et interpréter les éléments mis en place dans les programmes favorisant le développement professionnel de futurs enseignants d'anglais. Nous allons aussi identifier les activités spécifiques d'apprentissage mises en œuvre et interpréter les objectifs principaux de ces activités. Notre troisième objectif consiste à identifier les principales similitudes et différences observées dans les deux contextes. Ensuite, nous présentons notre cadre conceptuel. Le premier concept est la professionnalisation dans le métier d'enseignant. Son objectif est d'apporter rationalité et prestige au métier d'enseignant et d'améliorer et de reconnaître le statut social valorisé du corps enseignant. Nous pouvons bien comprendre ce qu'est la professionnalisation à travers deux logiques. L'une consiste en le professionnalisme, c'est-à-dire les intérêts, les valeurs et le statut d'une profession au sein de la société. La deuxième consiste en l'idée de développement professionnel, qui demande la rationalisation des savoirs et la construction des compétences nécessaires dans la profession d'enseignant. Le deuxième concept concerne le développement professionnel des enseignants. En fait, c'est un terme relativement flou, vu qu'il est fréquemment utilisé ou confondu avec synonymes tels que formation continue, croissance professionnelle, éducation tout au long de la vie, etc. 6 dimensions du développement professionnel des enseignants sont développées par Mukamurera, à savoir la dimension professionnelle, la dimension pédagogique et didactique, la dimension disciplinaire, la dimension critique, la dimension collective, ainsi que la dimension organisationnelle et institutionnelle. Nous nous référons spécifiquement aux 12 catégories d'activités d'apprentissage susceptibles de favoriser le développement des compétences professionnelles. Ces 12 catégories sont illustrées et préconisées en 2004 par le Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Nous allons examiner s'il existe des activités touchant les 4 aspects dans les programmes de formation initiale à l'enseignement de l'anglais québécois et chinois, et si certaines pourraient être intéressantes à discuter et à comparer. Le dernier concept est l'éducation comparée. Nous retenons la caractéristique heuristique et pragmatique de l'éducation comparée, ainsi que l'importance de l'analyse des similitudes et des différences d'un phénomène éducatif dans différents systèmes d'éducation en prenant en considération les caractéristiques d'un contexte complexe. La qualité des données à comparer nécessite toujours l'attention. Il faut donc refuser le comparatisme abstrait et comprendre la raison des résultats de l'étude en considérant la spécificité de chaque système d'éducation. Nous nous rendons aussi compte de l'importance d'avoir une capacité de compréhension internationale dans la recherche en éducation comparée. D'ailleurs, pour effectuer une comparaison des programmes d'études, selon Adamson et Morris, il existe 4 aspects pertinents du programme. Le premier aspect idéologie met à jour réellement la nature des programmes d'études. Le développement du programme s'enracine dans ses idéologies et cultures. Le deuxième aspect, planifié et souhaité, concerne le contenu principal d'un programme d'études. Cet aspect tente de répondre aux exigences des idéologies et des cultures de la société. Le troisième aspect, adopté à très hautes activités et expériences d'apprentissage des étudiants et d'enseignement des enseignants. Quant au quatrième aspect, il porte sur le vécu individuel des enseignants et surtout des élèves. En fonction des informations dont nous disposons pour notre propre recherche, nous nous limiterons aux aspects idéologie, planifiée et souhaitée
et adoptées, n'ayant pas facilement accès à des informations sur le vécu des formateurs et des étudiants. Notre recherche se veut une étude comparative documentaire de type descriptif et nous la réalisons en utilisant une méthode comparative, composant 6 étapes selon Philippe, c'est-à-dire conceptualisation, contextualisation, isolement, explication, reconceptualisation et application. Notre échantillon comprend 23 documents politiques et institutionnels. Parmi eux, il y a 9 documents politiques et 14 institutionnels. Nous nous engageons dans cette recherche documentaire selon 2 dimensions. Les visions ministérielles sur la professionnalisation des enseignants, sur leur formation initiale et sur leur développement professionnel. Les visions institutionnelles du processus de professionnalisation dans les programmes de formation initiale à l'enseignement de l'anglais. Pour ce faire, nous allons effectuer plus spécifiquement l'analyse de la deuxième dimension à l'égard de 14 programmes, en portant attention aux objectifs et exigences de formation, à la structure du programme, à la place aux démarches réflexives, à la place de la formation pratique et des stages, ainsi qu'à l'évaluation des étudiants enseignants. À travers une approche thématique, nous allons établir les différences des thèmes en lien avec le développement professionnel de futurs enseignants d'anglais entre les 2 lieux. À travers une analyse de la première dimension, nous avons obtenu jusqu'à maintenant quelques résultats préliminaires. Je vous présente d'abord les objectifs ministériels de formation à l'enseignement dans les 2 lieux. La conception de la formation à l'enseignement au Québec doit s'inscrire dans 2 perspectives, soit la professionnalisation et l'approche culturelle de l'enseignement. Sur la base de ces 2 orientations, la formation à l'enseignement actuelle au Québec se réfère à un référentiel de 12 compétences professionnelles en enseignement qui se divisent en 4 catégories selon leur fonctionnement spécifique, c'est-à-dire fondement, acte d'enseigner, contexte social et scolaire, ainsi qu'identité professionnelle. Ces 4 catégories mettent l'accent sur la description des gestes professionnels relatifs au travail enseignant au lieu de la description de divers savoirs disciplinaires, pédagogiques ou didactiques, car cette dernière est considérée comme la responsabilité de chaque université lors du processus de ses programmes de formation. En Chine, afin d'assurer la qualité de l'enseignement d'un programme de formation initiale à l'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur devraient formuler des exigences d'obtention du diplôme plus claires et ouvertes selon le document politique concernant les mesures de mise en œuvre de l'agrément des programmes. Ces exigences de compétences, composant de 4 catégories, soit mettre en pratique l'éthique professionnelle des enseignants, apprendre à enseigner, apprendre à éduquer et apprendre à se développer, devraient également être étroitement liés avec les objectifs institutionnels de formation. En analysant les objectifs officiels de formation dans 14 programmes, nous avons identifié 4 thèmes pertinents et 14 sous-thèmes. Au Québec, l'importance de la compétence dans la langue d'enseignement et le rôle des enseignants d'anglais comme passeurs des connaissances et des cultures sont explicitement accentués comme les fondements parmi les 12 compétences professionnelles, tandis qu'en Chine, on a souligné la nécessité d'une formation générale et l'importance de la sensibilisation aux recherches et enquêtes en sciences de l'éducation, de la qualité idéologique et politique, ainsi que de la perspective internationale et interculturelle. Nous arrivons à la conclusion de cette présentation. Notre recherche consiste en une recherche comparative documentaire de type descriptif. Cette recherche représente un exemple d'étude dans le domaine de l'éducation comparée, qui pourrait inspirer d'autres travaux similaires afin d'élargir le portrait à propos des modèles de formation à l'enseignement mis en œuvre dans différents contextes. Elle devrait permettre en particulier de favoriser l'échange des savoirs en matière d'éducation supérieure
entre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec et le ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine, en favorisant un échange d'expertise et en générant de nouvelles idées de perfectionnement des formations initiales actuelles des enseignants d'anglais et même d'autres disciplines. Ma présentation arrive à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention.